voici Françoise, très contente de venir, a fait ses valises il y a déjà une semaine. Françoise se définit comme une femme d'origine homme. Elle a entamé sa transition, elle s'est rendue compte qu'elle avait ce qu'on appelle une dysphorie de genre avec l'arrivée d'Internet. Elle a entamé sa transition petit à petit. C'est donc aujourd'hui une femme qui a été mariée pendant 35 ans avec une femme, qui a 3 enfants, qui travaille dans le luxe, la mode et qui a un cabinet de recrutement et qui a très envie de témoigner de son parcours, de sa transition, qu'il a fait une première fois dans l'Obs dans le cadre d'une série qui s'appelle Le Voyage de Jeanne. À l'époque, elle ne voulait pas qu'on utilise son prénom, donc à l'Obs, on a fait 10 épisodes, on a parlé pendant des heures de sa transition, de l'effet des hormones, des amis qui ne comprennent pas et qui tournent le dos, des problèmes avec sa femme, voilà, de sexualité aussi. Donc on a fait une sorte d'énorme panorama de sa transition. Et puis maintenant, Françoise, elle parle sous le nom de Françoise Bouillet. Donc elle avance petit à petit et elle a de plus en plus envie de prendre la parole sous son nom, notamment parce qu'elle a pas mal de messages à faire passer. L'un des messages de Françoise, c'est de dire que le genre concerne tout le monde. C'est une question que le genre est un spectre et qu'on est tous confrontés à ces questions-là. Mais donc je vais te laisser... Ouais, je crois. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je peux vous parler avec une voix d'homme comme ça, ou je peux vous parler avec une voix de femme, peut-être plus comme ça, c'est comme vous voulez. Vous préférez quoi? C'est très fluide la voix aussi. Tu peux changer. En plein milieu d'une phrase, tu boum. C'est très fluide. Ben, d'abord, merci Nolwenn de m'avoir invité aujourd'hui. Moi, je suis très heureuse d'être là, de témoigner de ce que je vis et d'essayer d'ouvrir le spectre de conscience de tout le monde, commencer par le mien d'ailleurs, qui est probablement le premier des travails. Et on va en parler. Il se trouve que moi, je suis assez active dans des tas d'associations de tout genre, si je peux m'exprimer ainsi, non seulement sur le genre, et par exemple, je suis la personne référente sur le genre pour Amnesty International France, donc je suis au courant de tout ce qui se passe dans le monde, parce qu'en fait, Amnesty International France regarde aussi ce qui se passe ailleurs, autour donc des discriminations de genre, du non-respect du droit des personnes qui ont un genre un peu différent. Mais je fais aussi des tas de choses sur l'orientation professionnelle, sur l'accueil des différences, sur la façon d'épanouir et de faire comprendre en fait que la différence, c'est la vraie richesse de la vie, et la différence des autres, bien sûr, mais surtout la sienne propre, qui permet ensuite peut-être d'accueillir la différence des autres un peu mieux, mais surtout la sienne propre, qui est à mon avis une énorme richesse. Donc voilà, moi je fais pas mal de choses comme ça, et donc aujourd'hui pour parler, disons, de ce que moi je peux vivre, ce que je vous propose c'est de faire passer en revue quelques petites questions clés pour comprendre comment je le vis, et pour moi c'est comment ça se présente, et puis ensuite d'avoir un temps assez important pour échanger avec vous, pour répondre à vos questions ou à vos avis, de la façon la plus libre et possible. Donc il n'y a pas de tabou, au contraire, c'est un sujet sur lequel il y a plein de non-dits, il y a plein de difficultés de compréhension. Donc moi je suis là pour aborder tout ça, je n'ai aucun tabou, aucune crainte d'aucune sorte, donc allez-y à fond dans vos questions. Je voudrais aborder d'abord une première question. C'est quoi une femme? C'est quoi un homme? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Aujourd'hui, on utilise ces mots pensant que c'est des évidences, mais en fait, quand on se pose la question, ben oui, c'est quoi? C'est quoi exactement? Moi, je vous propose de démonter un petit peu le mécanisme de ce que c'est une femme, un homme. Parlons d'abord de la femelle et du mâle. Bon, une base biologique, c'est-à-dire en fait des chromosomes, XY pour un homme, XX pour une femme. Voilà, il y a des gens qui sont un petit peu au milieu des deux, mais qui sont très peu nombreux. Des organes génitaux, qui sont assez clairs pour 98,5% des gens, et en fait qui sont ce qu'on appelle intersexes
pour 1,5% des gens. Donc les organes génitaux, c'est un marqueur, mais il faut savoir que ce n'est pas un marqueur complètement parfait. Et puis enfin, troisième élément clé, le système hormonal. Donc dans les hormones, vous avez 3 grandes familles d'hormones. Vous avez la testostérone, où c'est très fort pour les hommes. Vous avez les progestérones et les estrogènes pour les femmes, mais les hommes en produisent aussi. Les femmes produisent aussi de la testostérone. C'est donc l'équilibre hormonal qui, quelque part, est déclenché par la génétique, par la biologie, et qui font qu'on est mâle ou qu'on est femelle. Donc grosso modo, dans l'ensemble de la population, on est soit mâle, soit femelle, mais vous avez compris qu'il y a des gens qui sont entre les deux. Donc ça, je pense que c'est relativement clair. Maintenant, comment est-ce qu'on passe de femelle-mâle à femme-homme? Pourquoi est-ce qu'on a 2 mots? C'est bien qu'il y a une différence. Et pour moi, cette différence, elle tient, c'est ce qu'on appelle le genre, en fait, pour moi. Et le genre, d'après ce que moi j'en comprends, c'est finalement le groupement de valeurs humaines dans lequel on se représente. Donc on est plutôt stéréotypé valeurs féminines, et à ce moment-là on peut être femme, ou alors on est plutôt stéréotypé valeurs masculines, et à ce moment-là on peut être homme. Donc évidemment, dans notre société, et les plateaux précédents l'ont bien expliqué, on est complètement formaté pour en fait, depuis la naissance, voire même avant, pour aller, quand on est femelle, vers les valeurs dites féminines, et quand on est mâle, d'aller vers les valeurs masculines. Donc, grosso modo, on pense que ça colle, et donc les mâles s'identifient aux valeurs masculines et deviennent des hommes, et les femmes s'identifient aux valeurs dites féminines, et deviennent des femelles, pardon, aux valeurs féminines, et deviennent des femmes. Je voudrais vous faire une petite... Juste, donc ce que tu décris, c'est une société qui est binaire. C'est ça. Et toi, pour toi, ton expérience à toi, c'est d'être retrouvé avec des valeurs, ce que tu appelles les valeurs féminines, c'est ça? Exactement. Et pour vous faire toucher du doigt un petit peu de quoi on parle sur ces valeurs, je vais vous proposer une petite liste. Comme le dit Nolwenn, moi, mon seul souci, c'est que je me reconnais plus dans les valeurs dites normées féminines que dans des valeurs dites masculines. Et c'est pour ça que je suis comme ça, on va y revenir. Je vous donne juste une petite liste de valeurs féminines et puis après une liste de valeurs masculines. Donc dans les valeurs féminines, je vous propose la douceur, l'accueil, l'écoute, l'empathie, la bienveillance, l'harmonie, l'élégance, la séduction, la patience, l'attention, l'intuition, la subjectivité, la sensibilité, la psychologie, la retenue. Attendez, je perds mes feuilles. La psychologie, la retenue, la collaboration, la réciprocité, la participation, l'interdépendance, l'humilité, la capacité d'adaptation, l'endurance, la symbiose, l'indulgence, l'équilibre, la réconciliation, la circonspection, la recherche d'alliance et de consensus, la persévérance, l'intelligence émotionnelle. C'est une liste non limitative, donc je vous rappelle, c'est les valeurs, c'est les normes. C'est ce qu'on retrouve dans ce qu'on nous demande d'être quand on est une femelle. Pour les valeurs dites masculines, voilà une petite liste. L'action, la force, le courage, la détermination, l'autodétermination, la combativité, la responsabilité, la raison, le pouvoir, la protection, la volonté, la franchise, la compétition, l'indépendance, l'autonomie, l'autorité, la prévision, le calcul, le contrôle, la maîtrise, la rationalité, l'intelligence logique, l'audace, la générosité collective, la stabilité, la constance, la courtoisie, la galanterie. Voilà donc une petite liste disons de ce que nos sociétés nous demandent d'être, et les médias y participent bien naturellement, mais tout le monde, y compris nous-mêmes, on s'auto-régule pour être dans ces groupes-là, parce qu'on a besoin de se conformer plus ou moins à ces groupes-là, et c'est bien le problème. Et aujourd'hui, moi, ce que je porte, je pense, comme message, c'est que finalement, chacune et chacun d'entre nous avons, bien sûr, des valeurs qui sont du genre opposé, qu'on porte. Pourquoi est-ce qu'une femelle ne pourrait pas avoir l'audace, le courage et le sens de l'action? Pourquoi est-ce qu'un mâle ne pourrait pas avoir la tendresse, la douceur et l'empathie? On sait très bien que c'est le cas. Mais pourquoi est-ce qu'on nous l'interdit? Pourquoi est-ce qu'on ne nous autorise pas
à le développer, à le vivre pleinement. Pourquoi est-ce que dans la cour de l'école, le petit garçon, il ne doit pas pleurer et il doit s'intéresser au football? Pourquoi? Donc la question, elle est vraiment là. Et en fait, le cœur de mon sujet à moi, c'est que moi, je porte des valeurs masculines très fortes. Je suis une entrepreneuse, je monte des boîtes dans le monde entier, je suis responsable de ma famille. Donc je porte des valeurs très fortes masculines et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Mais enfin, je porte aussi des valeurs dites féminines. La tendresse, la bienveillance, l'accueil, l'écoute. C'est ça qui en fait me porte le plus profond. Et finalement, quand je me présente en tant que sous un costume d'homme, inévitablement, les gens en face de moi vont assumer, vont penser que je porte principalement des valeurs masculines. Et moi, ça ne va pas. Ouais, donc, en fait, ce que tu dis aussi, c'est que le monde est mal fait, que dans une société qui accepterait la fluidité de genre et qui ne serait pas binaire, comme on vient de l'entendre, tu n'aurais pas forcément fait une transition. La transition, elle vient de la binarité de ce qui est proposé, quoi. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un carcan, si vous voulez, tellement fort que moi, j'arrive pas à tenir dedans. Donc, il se trouve que j'ai la chance de pouvoir en prendre conscience déjà. J'ai eu la chance de pouvoir l'accepter. Vous imaginez le boulot. J'ai eu la chance de, comment dire, d'avoir le courage de pouvoir changer de costume pour que quand on me voit, on se dit tiens, c'est pas des valeurs. D'abord, la plupart des gens, je vais vous dire, ne voient pas vraiment que je suis un mâle d'origine. Mais quand elles le voient, elles se disent tiens, c'est quand même un mâle différent, c'est étrange, qu'est-ce que c'est que cet animal-là, c'est quoi ça? Et donc ça change les références et ça ouvre un peu l'esprit vers un accès vers les valeurs que je porte plus profondément, qui sont aussi les valeurs féminines. Ouais, ce que tu dis, c'est que depuis que tu es femme, tu as des confidences qui te sont faites dans le taxi, à l'aéroport. C'est que les gens perçoivent ta différence et du coup se confient. Tu es devenue je pense qu'il y a un sujet qui est assez intéressant là derrière, c'est qu'il y a un poncif, un préjugé qui consiste à dire voilà, les gens comme moi sont des gens qui souffrent énormément, qui sont à 2 doigts du suicide et que c'est la catastrophe, tous les gens les discriminent, etc., etc. Moi, mon expérience, c'est que, je ne sais pas la vôtre, mais dans la vie en général, et je pense que chacune et chacun d'entre nous peut en témoigner, dans quoi qu'on fasse, il y a des choses merveilleuses et il y a des choses terribles. Il y a de la souffrance ou de la douleur peut-être plutôt, et puis il y a des choses qui vous émerveillent, qui vous ouvrent. Donc dans cette aventure-là, comme dans toutes les autres, il y a les deux aussi, bien sûr. Il se trouve que le bilan, en tout cas des deux, est pour moi infiniment positif. Bien sûr, j'ai eu des amis qui sont partis, bien sûr, j'ai des difficultés dans mon boulot, parce que ce n'est pas forcément toujours accepté, bien sûr, tout ça. Mais moi, profondément, l'être que je suis a pu se développer de façon considérable et ça se traduit. Et dans ce que tu dis, Nolwenn, par exemple, moi j'ai des relations aujourd'hui avec les autres qui sont transformées, qui sont beaucoup plus authentiques, beaucoup plus profondes, beaucoup plus accueillies. Et donc j'ai un niveau de conversation avec les gens qui est absolument merveilleux. Dans les rencontres, par exemple, avec les gens dans la rue, moi je me suis jamais fait agresser. Jamais personne a commencé à mal me parler ou à se moquer de moi ou à me regarder de travers, ça m'est pas arrivé. Alors que tu avais peur de ça au début quand même. J'avais une trouille mais monumentale quand je rentrais dans la rue. J'arrivais avec les cheveux comme ça, pour pas qu'on voit mon visage, de peur que les gens se disent mais qu'est-ce que c'est que cette personne qui fait cette mascarade. J'avais une trouille mais infinie. J'avais peur en fait de modifier, si vous voulez, d'aller contre l'ordre établi, ce fameux carcan des valeurs, et qu'en fait on ne me l'autoriserait pas. Et en fait, la réaction des gens, tu dis qu'elle est assez époustouflante. Alors, moi, mon expérience, c'est que tout le monde m'accueille de façon à minima politiquement correcte, c'est-à-dire que tout le monde me parle gentiment, me regarde tranquillement, personne ne fait de remarques négatives, et donc ça se passe et c'est bien. Ça, c'est la base. Mais il y a une autre chose qui se passe, c'est qu'il y a une partie des interlocuteurs qui tout à coup me regardent en disant mais wow, mais quel courage, mais c'est dingue d'avoir le courage
de se présenter comme ça, de prendre le risque d'être comme ça. Ils pensent que aussi, évidemment, il y a beaucoup de souffrance derrière, qu'il y a beaucoup de discrimination. Donc ils se disent, c'est quand même dingue de braver tous ces dangers. C'est voilà, beaucoup de courage. Et du coup, dans la conversation, on me crédite de choses merveilleuses, magnifiques, et donc la conversation commence à un niveau de confiance et d'intérêt que je n'avais pas avant. Ouais, tu dis que le pire qui puisse t'arriver, c'est quand on t'appelle monsieur, Oui, voilà. et tu dis non, c'est madame, et on continue sur le monsieur. Ce qui Ouais, est ça pas très sympa, c'est pas très sympa, mais bon, c'est c'est surmontable. c'est le pire. C'est le pire. Et voilà. Donc moi, mon expérience, c'est que, en fin de compte, quand on brave des interdits ou quand on s'autorise à être qui on est, sur le genre, comme dans mon cas, mais sur n'importe quel autre sujet, en fin de compte, il y a énormément de peur d'abord, mais qu'une fois qu'on a passé le plafond de verre, à ce moment-là, le ciel s'éclaircit et les merveilles s'ouvrent et vous développent et vous épanouissent. Bon, c'est une optimiste, hein, elle est... Après, Il y a une autre question dont tu parles aussi beaucoup, c'est la confusion entre le genre et la sexualité, et que effectivement les gens considèrent qu'avec ta transition, tu as changé aussi d'orientation sexuelle. tout à fait. Donc ça, c'est vraiment une confusion classique. Et je ne sais pas si moi je la faisais pas moi-même avant. C'est que les gens pensent que l'identité de genre et l'orientation sexuelle, ça fonctionne en fait de pair. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi je mets un costume de femme, je vais aimer les hommes. Voilà, grosso modo. Or, ça n'a absolument aucun lien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'homosexuels dans les gens qui ont une identité de genre opposée que dans la population standard. Donc on ne change pas son orientation sexuelle dans sa vie d'ailleurs, comme on ne change pas non plus son identité de genre. On la rejoint éventuellement, parce que évidemment au début, comme moi par exemple, qui ne vivais pas mon identité de genre comme ça, je l'ai petit à petit accepté, je l'ai petit à petit rejoint. Pareil pour l'orientation sexuelle. Et il y a beaucoup de gens qui en fait se déclarent homosexuels un peu tardivement, mais en fait ils l'ont toujours été. Donc ça, c'est deux plans qui ne se coupent pas. Et je pense que c'est intéressant de faire cette différence. Mais je voudrais rajouter un petit point sur l'accueil de la différence tout à l'heure, de l'incroyable flexibilité finalement que les sociétés et que les personnes humaines peuvent avoir. Et donc moi je le vis sur l'histoire du genre et je vois l'accueil merveilleux, incroyable et l'ouverture dans ma vie que ça me procure. Mais je constate aussi, parce que je vois beaucoup de gens qui ont des différences visibles. Moi j'ai plein de copains qui sont blacks ou des copines blacks et avec qui on a des échanges merveilleux et sur lesquels il y a des parallèles absolument extraordinaire. Je me suis beaucoup occupé, je continue de m'occuper de trisomiques, par exemple, qui ont une différence qui, elle aussi, est extrêmement visible et avec qui il y a des parallèles absolument incroyables. Et moi, je voudrais dire qu'on porte toutes et tous, et en chacun d'entre vous, on porte des différences colossales par rapport aux autres, qu'on assume plus ou moins, qu'on accueille plus ou moins, qu'on met plus ou moins, qu'on cache, voire même qu'on va enfermer parce qu'on en a peur. Et moi, si mon exemple peut vous être utile d'une façon ou d'une autre, je pense que c'est peut-être là. Moi, je ne peux que vous inviter à laisser parler vos différences, à les laisser sortir, à les autoriser, parce qu'en fait, le monde qu'il y a derrière l'accueil de ces différences, il est merveilleux. Et je pense que c'est un chemin d'épanouissement, peut-être un chemin de toute une vie, mais c'est un chemin magnifique et qui n'est pas, comment dire, quelque chose qu'on nous apprend. On nous apprend à en avoir peur, il faut faire attention, il faut bien se comporter par rapport à la société, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Alors oui, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, bien sûr, des choses qu'on ne peut pas s'autoriser de faire, mais il y a tellement de choses qu'on ne s'autorise pas et qu'on pourrait en fait en réalité faire et qui pourraient nous ouvrir l'esprit. Voilà en fait mon message. Françoise, c'est aussi une personne, tu dis que c'est une génération la dernière génération, parce qu'effectivement aujourd'hui on est surinformé sur cette question, pas surinformé, mais on est informé sur cette question, et les jeunes qui ont ce qu'on appelle la dysphorie de genre, ils le savent assez tôt, ils prennent des hormones assez tôt, et en fait toi ça a été un processus beaucoup plus long, et tu as découvert
ce qui se tramait en toi avec l'arrivée d'Internet et avant, qu'est-ce qui se passait avant? Bah, évidemment, c'est une façon d'être qui ne naît pas à un moment ou à un autre. Elle est intrinsèquement en moi et elle a toujours été là. Ça se trame en fait dans la toute petite enfance, au moment peut-être juste après la conception et la naissance. C'est assez simple. Dans mon cas, c'est ma maman qui probablement a dû souffrir des hommes comme je pense la plupart des femmes, mais peut-être de façon un petit peu plus forte, et qui, voyant son petit garçon merveilleux qui arrive, souhaite que ce petit garçon ne soit pas aussi, comment dire, masculin, oui, ou ne porte pas ces valeurs qui vont faire souffrir d'autres femmes. Et donc elle essaie de m'éduquer dans des valeurs pacifiques, douces, tendres. Et moi, j'ai quelques jours ou quelques semaines, et moi j'accueille bien volontiers ça. De toute façon, voilà, j'accueille ce qu'on me donne. Et, et voilà, avec un père peut-être absent qui ne me transmet peut-être pas trop les valeurs masculines qu'il a. Et donc moi, je reste dans les valeurs féminines. Et c'est mon empreinte de base. Donc c'est ça en général la façon dont ça se passe. Il y a un monsieur qui veut poser une question. Vous voulez poser une question? Ou dire quelque chose? Oui, bonjour. Alors en fait, Bonjour. la plupart du temps, quand j'entends parler des transgenres, c'est des expériences où ils disent, bah, au fond de moi, je me sentais plus une femme ou plus un homme. Mais quand on y pense vraiment, dire je suis plus au fond un homme, ça ne veut pas dire qu'il y a une naissance de fond d'être un homme ou d'être une femme, ça ne veut pas dire que justement c'est encore plus binaire. Dire, bah, il y a une naissance d'homme et une naissance de femme, puis aussi de dire il y a des valeurs féminines et masculines. Je comprends qu'on puisse dire par défense, bah, je me regroupe plus à travers des cadres, mais on ne peut pas dire justement, bah, je peux être dans l'autodétermination, l'indépendance, puis en même temps dans la douceur. Enfin, ça n'a pas de contradiction en fait. Tout à fait, tout à fait. Et c'est exactement ce que j'essaye de dire, je me suis peut-être mal exprimé, c'est que les valeurs dont on parlait tout à l'heure, elles sont dites masculines et dites féminines, et moi je ne le crois pas comme vous. Je crois qu'il n'y a pas de genre dans les valeurs. Il se trouve que notre société les a cadrées comme ci et comme ça, et que ça crée des problèmes, et ça m'oblige à me présenter comme ça devant vous aujourd'hui, et que voilà, je préférerais que ce ne soit pas le cas, et que ce soit tranquille. Françoise, elle aimerait qu'on soit dans une société fluide, où ces déterminants ne soient pas aussi forts, mais du coup, elle dit, moi quand j'arrive à l'accueil du Nouvel Obs, et que j'ai le choix entre bonjour monsieur et bonjour madame, je préfère bonjour madame. Donc, d'où la transition. Le micro peut circuler. Voilà. Mais du coup, si vous pouviez vous présenter physiquement comme un homme, voilà, donc on imagine un truc non binaire, mais on vous appelleriez madame, est-ce que ça vous conviendrait? Enfin, je veux dire, si voilà, il n'y avait pas d'apparence physique, on va dire, pour se déterminer femme, mais que vous pouviez très bien vous appeler madame, voilà, mais en se présentant en costume masculin, imaginons. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, si. Pour moi, j'ai pas du tout de soucis. Il se trouve que malheureusement, ça se passe pas comme ça. Et comme on l'a dit sur le plateau précédent, ça va pas se passer comme ça dans 2 ans, dans 10 ans. C'est tellement profond. Donc voilà, moi, j'ai pas le temps d'attendre. Donc je me présente comme ça pour retrouver un moyen immédiat. Mais bien sûr, idéalement, et je pense que le travail que font les sociétés aujourd'hui, c'est petit à petit d'accueillir cette possibilité de vivre des valeurs différentes, et qu'un jour ou l'autre, j'espère le plus vite possible, il n'y aura plus ces carcans, et que ce sera beaucoup plus fluide que ça l'est jusqu'à présent. Et il y a eu une enquête de l'Obs qui a été faite au mois de mars, qui montrait qu'il y a manifestement un changement aujourd'hui extrêmement important dans les jeunes générations, et la façon dont les jeunes se considèrent est très très différent. Je crois que le sondage sur 4000 personnes, il y avait 2 catégories, les 18-44 ans et les 44 ans et plus. Et donc on posait la question aux gens, est-ce que vous vous sentez plutôt homme ou plutôt femme? Dans les 44 ans et plus, il y avait 6% qui se disaient ni l'un ni l'autre. Dans les moins de 44 ans, il y en avait 16% qui disaient ni l'un ni l'autre. Et je pense que si on va plus jeune, dans les 15-25 ans par exemple, je pense qu'on serait très très largement au-dessus.
Après, il y a quand même l'aspect hormonal. C'est vrai que dans une société fluide, tu te présenterais peut-être pas de façon aussi flagrante en femme, mais c'est vrai que la prise d'hormones et la fin de la testo, pour toi, ça a été hyper réjouissant. Exactement. En fait, le sujet, c'est quoi là-dessus? C'est les hormones ont des impacts, comme vous savez, considérables sur notre vie. Je pense que les femmes sont particulièrement sensibles à ça. Elles vivent des cycles d'hormones qui sont très puissants, qui sont très réguliers, avec des façons de le vivre qui sont d'ailleurs très particulières d'une femme à l'autre. Et donc, je pense que toutes les femmes sont extraordinairement conscientes de ce que les hormones peuvent leur faire. En revanche, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les hommes ne le sont pas, mais pas seulement les hommes, mais les femmes ne sont pas conscientes du fait que les hormones ont un impact aussi sur les hommes. Et parce que ça ne se présente pas du tout de la même façon que le travail des hormones chez les femmes. Moi, ce qui me gêne dans les hormones, dans l'impact de mes hormones sur ma façon de vivre, c'est la testostérone. Et la testostérone, pour moi, ça me rend agressive. Parfois, ça prend le pas sur moi, ça m'emporte. Par exemple, je ne sais pas quoi, il y a quelqu'un qui s'arrête dans une rue devant moi pour descendre sa valise, et puis au lieu de juste la descendre, ça met 3 minutes de plus. Je vais commencer à m'énerver au volant et je vais vouloir avoir envie de sortir et de hurler sur la personne, alors que peut-être que cette personne, elle est dangereuse et que peut-être ça va très mal se passer pour moi. Donc c'est complètement idiot ce que je fais, mais je suis emporté par quelque chose qui me dépasse. Il y a une personne qui s'occupe de tous ces sujets dans le milieu médical à Paris, qui s'appelle le professeur Cordier, qui gère toutes les histoires justement sur les comportements de genre, sexuels, etc., parce que la médecine amalgame tout ça évidemment joyeusement. Et lui dit, en fait, le bon Dieu c'est un peu trompé. C'est-à-dire qu'en fait, le système hormonal des hommes fonctionnait bien jusqu'à il y a 10 000 ans, grosso modo, jusqu'à ce que les êtres humains se sédentarisent. Et là, il fallait vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie pour aller pousser les hommes à aller chercher la nourriture, à se battre, etc. Mais depuis qu'en fait on est sédentarisé, le niveau de testostérone chez les hommes ne va plus du tout. C'est beaucoup, beaucoup trop fort et ça pousse les hommes à faire des choses qui ne vont pas. Par exemple, on citait dans un des papiers DSK, dont on a parlé tout à l'heure. C'est sûr que si DSK avait pris les mêmes médicaments que ce que moi je prends, il n'aurait pas sauté sur tout le monde et il serait président de la République. Mais ouais. Mais c'est direct. Donc moi, j'ai eu besoin de réduire ces hormones qui me donnent une violence que je ne supporte pas. J'essaie d'être un être le plus pacifique possible. Et évidemment... Tu cites aussi une étude sur Wall Street. Oui, il y a eu un truc assez amusant après le Lehman Brothers du 15 septembre 2008, le crash financier. Le Wall Street Journal a fait une étude auprès des traders et ils ont pris un biais très amusant. En fait, ils ont eu l'intuition qu'il y avait quelque chose qui était lié au genre là-dedans. Et donc, ils ont demandé aux traders de leur envoyer une photocopie de leurs mains. Et donc, les gens envoyaient une photocopie de leurs mains. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que donc ils ont trouvé qu'il y avait une proportion de traders qui avaient une caractéristique dans leurs mains qui retrouvaient de façon disproportionnée par la population. Et la caractéristique, c'est qu'en fait, ce doigt-là, là, vous allez tous regarder vos mains. Donc, regardez vos mains. Ce doigt-là est à la même hauteur que celui-là, voire plus grand. Et si c'est le cas, en fait, c'est que vous avez un niveau de testostérone qui est trop élevé par rapport à la moyenne. Et donc, le Wall Street Journal a sorti donc un article en disant, évidemment, c'est un problème, c'est une crise, non pas financière, mais c'est une crise du machisme. D'ailleurs, je pourrais citer Christine Lagarde qui a sorti il y a quelques semaines une chose en disant sur ce même événement, en disant si ça avait été Lehman Sisters au lieu de Lehman Brothers, il n'y aurait pas eu de crise financière. Donc c'est vraiment lié. Oui, vous avez une question ? Oui, par rapport à cette question du coup de ce phénomène physique qui est particulièrement représenté chez les traders, je sais qu'en ce moment, la recherche, elle pousse à mettre en question le côté nature, culture aussi de nos gènes et de la manière dont notre corps se développe. Donc je me dis, est-ce que c'est parce qu'ils sont traders qu'ils ont cette formation-là, ou est-ce que parce qu'ils ont cette formation-là, ils se sont
qui sont devenus traîneurs. Est-ce que c'est pas probablement un peu des deux en fait? Est-ce que Peut-être, est-ce qu'on peut pas jouer sur ses hormones aussi énormément par sa manière de conceptualiser sa façon de vivre, ses envies et ses désirs de changement, tout à fait. etc. Il y a un atelier demain qui va vous passionner, qui est sur le cerveau genré. Et donc voilà, est-ce qu'on est avec un cerveau féminin ou est-ce qu'on est avec un cerveau masculin? Et comment est-ce que le cerveau évolue dans la vie? Et quelle est la plasticité du cerveau? Quel est l'impact entre ce que la nature nous a donné et puis ce que finalement la vie nous apporte? On est exactement dans le sujet. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est un mélange sûrement. Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on a un impact sur la façon dont on est. Et voilà, même si jamais on ne prend pas des médicaments, si on prend des médicaments, c'est plus radical, évidemment. Mais même si on ne le prend pas, on sait que le cerveau est plastique et impacte sur votre vie. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est le micro. Moi, j'avais 2 questions. Ma première question, c'est quand on vous assignait homme, quelles étaient les expériences qui vous mettaient mal à l'aise, enfin, concrètement, par exemple, des exemples? Et ma seconde question, c'est pour avoir écouté des témoignages d'hommes trans, ils disent que après avoir fait leur transition, ils ont découvert en fait des choses sur les hommes, la manière dont ils communiquent, ils ont accès aux discussions de vestiaire ou ce genre de choses. Est-ce que vous aussi, vous avez découvert de nouvelles choses sur les femmes? Et si oui, quelles sont-elles? Tout à fait. Comment vous dire ça? Je pense que sur votre deuxième question, à l'évidence, c'est quelque chose qui se passe. Moi, mes amis qui sont donc FTM, Female to Male, me disent toutes que la partie la plus difficile dans leur transition, ça a été justement d'accueillir cette violence que la testostérone leur a apportée. Parce qu'elles prennent donc des médicaments qui rajoutent de la testostérone et tout à coup, ça leur donne une énergie, bien sûr. Il y a des côtés très positifs dans la testo, mais il y a aussi des côtés négatifs et elles ont beaucoup de mal à vivre avec ça. Donc voilà, donc moi je suis ravi d'en avoir moins parce que ça me correspond mieux. Et évidemment, ça induit certainement une humeur un peu différente. Mais je pense que c'est plus profond que ça. C'est que je pense que si j'ai une qualité aujourd'hui, une profondeur, une intimité incroyable avec mes amis femmes, c'est que peut-être que ça correspond effectivement mieux à la façon d'être que je suis et que je rentre, je suis accepté quelque part dans un gynécée et qu'on me parle, j'arrive à écouter, je partage aussi des choses de moi qui sont considérées comme très intimes, qui moi ne me gênent pas de partager. Et donc l'échange commence et l'échange se construit comme ça. Donc oui, moi je suis bien content d'avoir quitté les vestiaires et les blagues des vestiaires pour plutôt pas être dans des conversations d'échanges plus profonds, d'entraide, d'écoute. Oui. Et tu fais des dîners de femmes. Et il se trouve que c'est vrai que parmi mes amis, c'est surtout des femmes, oui, c'est vrai. Et parfois, certains amis masculins me demandent, mais bon, est-ce qu'on a le droit de venir chez toi? Et ils viennent, mais je dois dire que moi, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à accueillir, ou en tout cas à prendre plaisir avec des hommes qui sont des alpha mâles, qui n'arrivent pas à avoir autre chose que leur propre façon de faire. Et mes amis hommes sont plutôt des hommes doux, des hommes ouverts, des hommes qui acceptent le fait qu'on est mélangé. Parce que moi, je suis mélangé un petit peu plus fort, mais vous êtes mélangé aussi. Vous avez plein de valeurs masculines, dites masculines en vous, que vous acceptez plus ou moins. On est tous des mélanges. Et moi, évidemment, aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à vivre avec des gens, hommes ou femmes, qui acceptent ce mélange de valeurs qu'ils ont et de vivre leur masculinité, enfin leur dite masculinité, même si ce sont des femmes et réciproquement. Et sur la première partie de la question, c'était... ouais. Expérience qui vous mettait mal à l'aise. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Donc moi, ce qui me mettait mal à l'aise, c'est cette violence que je sentais tout à coup sortir de moi. Et je dois dire qu'il y a des tas de moments où j'avais vraiment honte d'être de moi, parce que tout à coup, je m'étais emporté pour une broutille stupide, et puis ça m'avait, je sais pas, il y avait un truc qui était sorti de moi comme ça, et évidemment qui blessait les autres, ou qui me blessait moi. Ou par exemple, quand quelqu'un me faisait une certaine violence ou une marque d'irrespect, moi je le prenais du tac au tac, de la mouche, je prenais à la mouche, et tout à coup, je renvoyais de la violence à cette personne.
Et puis après, je me disais, mais je me suis laissé emporter par la violence de l'autre. En fait, j'ai un truc en moi qui n'arrive pas à rester dans la paix, à rester en écoute, en empathie, en compassion avec cette personne qui, en fait, m'exprime de la violence. Et comme vous le savez, la violence, en fait, c'est clairement une souffrance qui n'arrive pas à s'exprimer autrement. Donc quand quelqu'un vous fait violence, en fait, c'est qu'elle a une souffrance qu'elle n'arrive pas à réduire, qu'elle n'arrive pas à exprimer autrement. Donc elle vous éjecte sa souffrance, en fait, dans la figure, et ça vous fait violence. Donc si vous êtes, voilà, moi par exemple, typiquement, avec trop de testostérone, j'arrivais pas à rentrer une couche en dessous et à accueillir la souffrance de cette personne, et puis de lui parler parce que je l'aime, en fond, de lui servir non pas, moi, mon instinct testostéroné, mais lui servir plutôt mon amour de cette personne, d'elle, et puis aller lui parler plus profondément. Je peux accueillir qu'une personne me montre sa souffrance, au contraire. C'est une preuve peut-être de complicité, de partage d'intimité. Et ça, c'est magnifique. Mais voilà, la testostérone, je pense, m'empêchait de le faire. Et j'en ai pris petit à petit conscience, jusqu'au point où j'ai eu besoin de l'arrêter, parce que c'était trop désagréable pour moi. Non, vas-y. Donc là, vous décrivez quelque chose de vraiment intérieur. Et moi, ma question, c'était, mais peut-être que c'est pas du tout pertinent pour vous, la manière dont les gens vous percevaient. Est-ce que c'est du fait que vous étiez perçu comme un homme qui faisait que vous laissiez plus facilement libre cours à cette violence, ou est-ce que c'est ça que vous vouliez dire? Oui, effectivement, c'est différent. Je vous parlais de choses intérieures. Non, c'était pas lié, mais ceci dit, j'ai bien entendu été considéré parce que je me présentais comme un homme qui portait toutes les valeurs normales, dont je m'intéresse au foot, aux voitures, à la mécanique, à la compétition, etc. Moi, ça me faisait violence. Et en plus, imaginez, en fait, donc moi, quand j'étais toute petite, donc j'ai été éduquée dans les valeurs dites féminines, mais après, dans l'environnement, à l'école en particulier, on m'a demandé de jouer aux garçons. Donc moi, je ne comprenais plus rien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dites-moi, moi, je veux bien faire. Donc j'ai appris, en fait, à me mouler, finalement, dans ce que les gens me demandaient. Donc j'étais nulle part. Donc ça, c'était très, très désagréable et très difficile, parce que j'avais l'impression de pas être, que d'être juste en miroir, en fait, de ce que les gens me demandaient d'être. Et donc de ne pas avoir de personnalité. Et ça, c'est sûr que on vous demande, mais à nous toutes et nous tous, de se conformer à telle chose ou à telle autre. Moi, je passais d'un extrême à l'autre, et c'était assez fatigant parfois. Excusez-moi, là, ici, je suis là. Vous êtes là. Bonjour madame. Bonjour. Je voudrais aborder en fait le rapport au pouvoir, de l'humain au pouvoir. Jusqu'à présent, en fait, il y avait une domination masculine un peu partout dans les lieux de pouvoir. Et puis les femmes progressivement progressent dans le corps social, et elles arrivent à des lieux de pouvoir. Et jusqu'à présent, on avait tendance à dire si les femmes accédaient au pouvoir, peut-être qu'il y aurait moins de rapports de force, que ça se passerait mieux, parce que justement les femmes portent ces valeurs dites féminines. Et en fait, moi, j'ai la sensation qu'en fait, les femmes sont des humains comme les autres, et qu'elles ont un rapport au pouvoir qui est exactement le même que celui des hommes. Et que quand elles arriveront au pouvoir à égalité totale, il y aura la même proportion de femmes qui seront au pouvoir et qui auront des tendances à en profiter, à être dominatrices, et donc, vous voyez, à abuser de ces positions de pouvoir qu'on peut critiquer aujourd'hui chez certains hommes, pas tous. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou bien, parce que là, vous avez aussi introduit la notion des hormones, et est-ce qu'il peut y avoir une différence qui, malgré tout, persiste, ou bien on peut dire que vraiment les hommes et les femmes ont exactement le même rapport au pouvoir? Ok, merci de poser cette question. Je pense que c'est une question effectivement clé. J'ai écrit un petit papier il y a une quinzaine de jours dans l'Express et l'Expansion sur ce sujet, justement. Sur le fait que les entreprises, l'avenir des entreprises, passe par un rééquilibrage des valeurs dites féminines qui aujourd'hui sont sous-représentées dans l'entreprise. Je vais vous citer juste une petite étude que signalait Nicolas Bavrez dans un éditorial qui s'appelait « La femme et l'avenir de la croissance ». Donc il soulignait que parmi les 300 plus grandes entreprises du monde, les plus féminisées affichent une rentabilité des capitaux
qui est supérieur de 50% aux entreprises qui sont uniquement dirigées par des hommes. Aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a plus de questions là-dessus. On a toutes les preuves possibles et inimaginables que en fait, les valeurs féminines permettent un développement financier, économique, plus favorable que quand c'est uniquement masculin. Maintenant, pour revenir sur l'un des points que vous évoquez, je dînais avant-hier avec le numéro 2 d'un des plus grands groupes de luxe français, qui est particulièrement humaniste. Et en fait, il m'expliquait que, très étonnamment, dans leur fonctionnement, les hommes s'étaient mis à être doux et à être à l'écoute, parce que c'est une pression aussi aujourd'hui sur les hommes, et que les femmes avaient pris les éléments de pouvoir des hommes en étant très, très forts, très durs, très dans l'action, et que finalement les rôles s'étaient complètement inversés dans leur comité de direction. Et que les femmes s'étaient senties obligées de prendre les caractéristiques des hommes, et que les hommes s'étaient sentis obligés de prendre les caractéristiques des femmes. Je trouvais ça merveilleux. Donc je pense que effectivement, ça prendra un petit peu de temps. Pour moi, la question, c'est vraiment ces valeurs. C'est-à-dire que si vous voulez qu'un groupe de gens qui travaillent ensemble soit vraiment efficace et productif, vous avez besoin que tous ces gens-là soient regroupés, qui soient alignés sur un objectif commun, et pour les aligner sur un objectif commun, vous avez besoin de leur parler, de les écouter. Peut-être ils ont des idées, ou ils préfèrent tourner un petit peu plus à droite ou un petit peu plus à gauche, leur faire de la place pour que tout le monde puisse avoir vraiment un engagement dans ce projet commun. Pour parvenir à cela, c'est typiquement des valeurs féminines qu'il faut. C'est de l'écoute, c'est de la capacité de modifier, de rassembler. Moi, il y a une chose qui me frappe toujours, c'est dans les races d'animaux mammifères qui sont non prédateurs et qui ont réussi à survivre au cours du temps, les chevaux par exemple, en fait, il y a une chose très étonnante, c'est que ce sont des matriarcats. Et c'est que dans une troupe de chevaux sauvages, c'est la plus vieille jument qui dirige. Et quand le troupeau se balade, et puis tout à coup, il y a le jeune étalon là, qui est plein de testo, qui se balade à la lisière du bois tout seul, elle le siffle, et puis lui dit, tu reviens tout de suite, parce que si tu es tout seul, tu vas te faire bouffer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allô? Oui, oui c'est une question banale que certainement on a dû vous poser déjà 125 fois. C'est par rapport à la voix, au timbre de la voix. Est-ce que vous avez volontairement gardé la voix masculine pour provoquer les gens, ou pour vous, c'était important du passage de genre, de dire, tout en étant femme, je garde une voix d'homme pour prouver que finalement, il n'y a pas de limite entre les deux genres? Je vous remercie de la question. Je vais vous répondre un petit peu plus comme ça. Alors du coup, en fait, je peux tout à fait ajuster la voix. Aujourd'hui, en fait, je vous ai parlé comme ça, plutôt comme un homme, parce qu'en fait, on se connaît très bien. Et en fait, c'est vrai que la voix est un marqueur absolument incroyable de personnalité. C'est probablement, et vous avez tout à fait juste, c'est le marqueur qui est le plus difficile pour l'entourage d'accepter. Donc moi, si je parle comme ça avec des gens qui me connaissaient avant, ça crée un malaise. C'est très, très compliqué. Puis alors, si j'augmente encore un petit peu plus, c'est encore plus compliqué. Mais Françoise travaille sa voix avec un orthophoniste. Donc ça fait plusieurs années que je travaille avec un orthophoniste. Donc en fait, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui c'est parti dans une voix masculine. Mais je peux changer si... Quelle est votre position par rapport à ça? Attendez, votre micro ne marche pas. Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant, tout en changeant de genre, de garder l'un ou l'autre voix, parce qu'effectivement c'est le premier problème que vous rencontrez, c'est dans le contact tout de suite. Bien sûr. Hein, même un homme qui a une voix féminine, tout de suite ça se remarque. Bon. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, je ne sais pas. Je suis au milieu de ça en ce moment, donc je n'ai pas la réponse. Je pense que c'est plus acceptable, c'est plus facile si j'ai une voix qui correspond à ma présentation. Mais en même temps, c'est une construction. Donc, je pense que c'est peut-être aussi parce que je n'ai pas encore trouvé la voix féminine qui a la texture et la matière qui est la mienne, comme dans la voix masculine, et que du coup, peut-être je me sens plus à l'aise dans la voix masculine. Peut-être. Je ne sais pas. Mais je travaille dessus. Merci de la question, en tout cas. Bonjour.
C'est bon? Oui. Bonjour. Bonjour. Du coup, moi, je voulais vous poser une question plutôt sur le domaine professionnel. Est-ce que, en passant de vous présenter en homme à vous présenter en femme dans votre métier, vous avez dû faire face à de nouveaux obstacles au plafond de verre pour en nommer un seul? Mais enfin, est-ce que votre relation au travail a changé depuis que vous vous présentez en femme? Alors voilà, excellente question. Je me présente en homme à mon travail. Parce que si je me présentais en femme, je pense que je perdrais mon travail. Je perdrais mes clients. Je fais du conseil en relations humaines dans le travail, recrutement, etc. Donc j'ai des clients, si vous voulez. Et donc je représente des entreprises auprès d'un milieu professionnel. Et je pense que si ils voyaient Françoise comme ça, ils seraient un peu inquiets d'envoyer un message qu'ils ne comprennent pas trop au milieu. Et donc ils préféraient donner le job à quelqu'un d'autre. Et j'ai 2500 concurrents à moins de 500 mètres de chez moi. Donc du coup, je n'arrive pas à me présenter en femme dans mon job et je vais être probablement obligé d'arrêter mon job pour pouvoir vivre comme ça toute la journée. Ouais, Laurent. Je me demandais, genre, est-ce que dans la transition, il y a la conscience de passer de dominant à dominé? Et est-ce que du coup, dans les personnes que tu connais qui font le trajet inverse, qui passent de femme à homme, est-ce que tu penses qu'ils ont conscience de passer de dominé à dominant? Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre qui se passe effectivement, où clairement, en tout cas, le regard de l'autre est différent. C'est sûr que si c'est le plombier qui appelle pour que tu appelles ton plombier parce qu'il ne vient pas depuis 3 jours, tu as intérêt à parler avec une voix comme ça. Parce que si tu parles avec une voix de petite souris, eh ben, on ne va pas te prendre au sérieux. Et ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Donc je pense que dans la réaction de la société, oui, moi je suis parfois confronté à un autre regard. Mais au fond, je ne sais pas, en tout cas dans l'interaction en one-to-one, personne à personne, moi je ressens pas que tout à coup on me regarde différemment. Parce qu'en fait, de toute façon, quand les gens me regardent, ils se disent de toute façon, c'est pas, tu vois, je suis pas une femelle. Moi, je suis une femme d'origine mâle. Donc, je ne suis pas une femme standard, disons. Je ne suis pas un homme standard. Donc, du coup, ça décale. Et du coup, je pense que je n'ai pas accès, je pense, à tout ça. Mais est-ce que tu t'es posé la question de quand une femme fait une transition pour devenir un homme et vraiment pour le devenir, c'est-à-dire c'est invisible de savoir qu'en fait il y a eu transition, est-ce qu'il y a quelque chose de se dire bah maintenant je suis du côté des dominants en fait et donc politiquement je suis ce sujet-là? C'est quand même une question politique. Écoute, je ne sais pas, j'ai pas assez d'infos là-dessus. On en reparlera. On en reparlera. Ce que j'espère, c'est que mon temps de parole aujourd'hui sera compté du côté des femmes et pas du côté des hommes. S'il vous plaît. Pardon. Oui, madame. Bonjour et Bonjour. bienvenue à Couture. Merci de votre Merci. témoignage. Je voulais vous demander si dans vos expériences, vous avez pu aborder, pas vous personnellement, puisque vous avez des enfants, la place de la maternité dans ces aventures de la nature de celle que vous nous rapportez. Écoutez, je ne sais pas très bien. En tout cas, ce que je peux vous dire, moi, c'est que probablement l'une de mes plus grandes frustrations, disons-le comme ça, est de ne pas pouvoir avoir donné naissance à un être vivant. Et que le fait de ne pas pouvoir vivre une maternité, moi, de porter et de développer en moi un être, c'est probablement l'une des choses principales qui me manque. Après, voilà, le manque existe. Donc moi, je comprends tout à fait ça. Après, comme vous savez, il y a des tas de configurations diverses. Il y a en particulier une personne, donc une femme qui maintenant se présente en homme, qui a donné naissance à un enfant aux États-Unis. Enfin, il y a plusieurs exemples. Donc la maternité peut être vécue à condition de ne pas avoir non plus fait des opérations ou de ne pas avoir des traitements hormonaux trop forts pour que l'enfant puisse vivre et puisse se développer. Mais si ça n'a pas été le cas, la maternité peut toujours être vécue. Bonjour. Ça va, vous m'entendez? Oui, oui. C'est bon. Bonjour à tous et à toutes et bonjour à vous. C'était juste pour apporter mon expérience et ce à quoi je suis arrivée sur certaines choses.
notamment la notion de voix grave ou de voix aiguë. Pour moi, la voix grave n'est pas une voix masculine, c'est une voix grave. Et les femmes peuvent très bien avoir une voix grave. De même que lorsqu'on monte dans les aigus, ce n'est pas spécifiquement une voix féminine. Ensuite, pour répondre à monsieur qui parlait de dominant-dominé, là, je pense encore que ce n'est pas une histoire de dominant-dominé. C'est une histoire de... Nous sommes à un croisement de route actuellement qui est très important. Et je ne sais plus quel écrivain, j'ai oublié son nom, disait le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et j'ajouterai, rentrera dans l'androgynie ou pas. À ce moment-là, les mots féminin et masculin n'auront plus vraiment de raison d'exister, ou alors de parler en termes d'énergie masculine et énergie féminine. C'est-à-dire que le gros défi que nous avons à relever à partir d'aujourd'hui, que l'on soit né dans un corps féminin ou que l'on soit né dans un corps masculin, parce que je vais ajouter un peu de trouble, il y a des âmes masculines et il y a des âmes féminines. Est-ce que vous avez une question, madame? Parce qu'on a vraiment plus beaucoup de temps. Je termine. Allez-y. Je pense qu'on est là pour échanger aussi et qu'on est là pour s'enrichir mutuellement. Merci. Quelle agressivité. Non, je monte juste le ton. On est dans la paix, madame, ici. Je monte juste le ton. Donc je dirais que le défi que nous avons... Merci pour le micro. Que le défi que nous avons à relever les uns et les autres, les unes et les autres, c'est de développer nos deux énergies qui sont branchées, la masculine sur le demi-cerveau gauche et la féminine sur le demi-cerveau droit. Et à ce moment-là, nous serons tous des hommes et des femmes complets et complètes. C'est-à-dire que lorsque je réfléchis, je suis sur mon énergie féminine, et tout homme réfléchit quand il est à un projet. Et lorsque je passe à l'action, toute femme est sur son énergie masculine. Bonne réflexion. Bonjour. Bonjour, madame. C'est bon? S'il vous plaît. Est-ce que si vous n'avez, c'est quelque chose de très personnel, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Allez-y, parce que les questions sont super sages depuis le début. Allez-y, oui. Est-ce que si votre maman n'avait pas été celle-là, vous seriez devenue Françoise? Écoutez, si j'avais une autre maman qui m'a éduquée de la même façon, je serais devenue Françoise. Mais si j'avais une autre maman qui m'éduquait différemment, ou un père peut-être plus présent, bah, ça aurait été certainement différent. Si elle m'a aidé, bien sûr, mais je la remercie tous les jours, ma maman, parce qu'elle m'a ouvert vers cet univers que je n'étais pas forcément destiné à avoir. Donc moi, je rends grâce tous les jours devant vous, je rends grâce d'être qui je suis. J'estime que c'est une chance inouïe d'avoir cette ouverture sur le monde, et c'est évidemment en grande partie grâce à ma maman que je suis comme ça. Et donc... Voilà, c'est pas un sujet. Je pense que le sujet, c'est d'accueillir la vie telle qu'elle vous est présentée. Moi, la vie se présente comme ça. Bon, ben voilà, je pourrais me révolter et dire mais non, c'est dégueulasse, elle me rend la vie compliquée, etc. Ou je peux me dire ben voilà, ça m'ouvre les choses, j'accueille, je suis comme ça. Et ben avançons sur ce chemin. C'est tellement merveilleux d'accepter ce que la vie vous offre. Et c'est tellement dangereux de se révolter contre les choses que la vie vous amène, qui sont désagréable pour certaines. Donc en fin de compte, la question, moi je ne me la pose pas. Je ne me dis pas c'est bien, c'est pas bien. Non, c'est comme ça. Et c'est comme ça, c'est mon chemin. Je suis heureuse, comme vous ne pouvez pas vous imaginer, sur ce chemin. Et je remercie ma maman de m'avoir donné ça. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont la législation française traite les personnes trans, notamment la psychiatrisation, le fait que l'accès aux hormones, en théorie, il passe par une psychiatrisation, et aussi les difficultés à avoir un changement d'état civil? Ok, ça c'est. Alors moi je suis ça de très près parce que chez Amnesty International c'est vraiment les sujets juridiques qui nous portent. Donc sur les deux éléments de la question, aujourd'hui vous pouvez avoir un accès aux hormones en fait en allant directement chez une endocrino qui comprend ces sujets et qui va vous prescrire des hormones. Donc en fait il n'y a pas besoin de passer par la case des psychiatres. Après pour le changement de l'identité, on a une nouvelle loi qui est sortie il y a quelques années
qui en fait a dépsychiatrisé, a démédicalisé donc le changement d'identité. Donc il suffit de faire une demande appuyée par des témoignages de gens dans votre entourage ou de gens qui vous suivent médicalement pour pouvoir avoir l'accès. Maintenant, ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, ce que la Cour de justice européenne demande à tous les pays de l'Europe, y compris la France, c'est qu'en fait, le changement d'identité de genre puisse se faire sur simple demande. Et qu'il n'est en aucun cas du ressort d'un juge, comme aujourd'hui, de dire si c'est bien ou pas de le faire. Donc on est en France encore un peu en retard par rapport à ça. Alors, le pays qui a été le premier, le précurseur, c'est l'Argentine, étonnamment. L'Argentine a été le premier, il y a je crois une vingtaine d'années, à autoriser donc un changement d'identité sur simple demande. Alors, je pense qu'il y a une des confusions qui se fait sur ce sujet, c'est que donc sur simple demande, aujourd'hui je demande à ce que ce soit madame, et puis demain je vais demander à ce que ce soit monsieur, puis après je vais demander à ce que ce soit madame. Ce qu'il faut voir, c'est que derrière un changement d'identité, vous avez une quantité de papier à faire, de choses pour modifier votre carte vitale, c'est extrêmement compliqué et extrêmement lourd. Donc les gens qui font cette demande, ils le font avec une démarche qui est très profonde. On ne fait pas ça juste parce que tout à coup, tiens, aujourd'hui, ça me chanterait qu'on m'appelle madame alors qu'hier, c'était monsieur. Donc en fait, c'est ça l'argument contre des Français, et je pense qu'il n'est pas juste, et la Cour de justice européenne impose normalement qu'on modifie la législation française. Mais ce n'est pas encore le cas. Encore une ou deux questions? Puis-je vous poser une question? Je suis là. Oui, excusez-moi. Bonjour. Entre ce que vous dites depuis ce matin et ce que vous êtes, ce que l'on voit que vous êtes évidemment extrêmement emblématique d'un très grand nombre de questions de société. Oui. Vous embrassez, si je peux utiliser ce mot, la totalité des enjeux de société. Alors est-ce qu'il faut inventer, parce que le sujet émerge dans la presse et dans la société, un troisième genre, un nouveau statut? Comment pensez-vous qu'on puisse avancer sur cette question? Merci beaucoup. Moi, je crois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il s'agit uniquement d'un problème de stéréotype des valeurs. Et qu'à partir du moment où on fluidifie tout ça, le problème se résout. Et ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est je crois que tout le monde, nous toutes et nous tous ici présents, portons des valeurs donc, du genre opposé, et que finalement, on est déjà dedans. Donc, il n'y a pas un troisième genre, il y a une infinité finalement de systèmes de valeurs, et que chacun d'entre nous a sa propre spécificité, et que pour moi l'enjeu c'est donc d'accueillir des spécificités qui ne soient pas normées, pas de sortir du genre binaire. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Ok, très bien. Sauf que les gens comme vous, c'est-à-dire qui débordent complètement toutes les limites, tous les conformismes et toutes les conformités, sont impossibles ni à caser, difficiles à comprendre, mais totalement indispensables. Et de toute façon, c'est le sens de l'histoire, enfin, c'est le sens de notre histoire, de toute évidence. Donc, que ce soit les lanceurs d'alerte sur le plan de leur métier, ou dans la biologie étant ce qu'elle est, etc. Bon, bref. Ça demande des réponses, non pas de ce que vous venez de nous dire, pardon, mais impossible, général, mais impossible à caser où? Quand vous dites impossible à caser, dans cet espace de temps difficile où l'ancien monde meurt et le nouveau émerge. Écoutez, moi j'ai l'impression d'être très bien intégré, et je suis un être très social, et j'ai l'impression de ne jamais avoir eu autant de profondeur et de qualité dans mes relations avec les autres qu'aujourd'hui. Donc j'ai l'impression qu'au contraire d'être incroyablement bien accueilli. Alors après, que ça soulève des questions chez les uns et chez les autres, bien entendu, que certaines personnes autour de moi n'y arrivent pas, me jugent, me rejettent, bien entendu, mais globalement c'est plutôt une expérience très positive d'accueil, d'ouverture. Et voilà, je pense que pour beaucoup de gens, ça montre que bah oui, on peut vivre sa différence, on peut l'accueillir, on peut prendre ce courage-là, et qu'il y a des fruits derrière qui sont extraordinaires, que ça vaut vraiment le coup de le faire. Une dernière question? Bonjour. Bonjour madame. Merci. C'est une question un petit peu indiscrète, mais quand on ne connaît pas les choses, souvent on en a peur.
et on n'accepte pas les gens ou on ne les comprend pas. Ma question, elle est sexuelle. Comment ont réagi vos enfants de votre changement, ainsi que votre épouse, et un petit peu comment se passe votre relation avec votre épouse, qui maintenant a une relation avec une femme. Voilà, vous aviez une relation avec une femme, ça ne vous a pas changé, mais votre épouse, ça a dû, je pense, la changer. Tout à fait. Donc on a pensé que, parce qu'il y a une question qui manque, qui est la première question que personne n'a posée, mais que d'habitude on pose toujours. Alors on ne la pose pas directement parce que c'est un peu, parfois un peu trop intime ou un peu trop direct. C'est est-ce que vous vous êtes fait déjà opérer? C'est la question qui se pose en général, pas direct, mais dans mon dos. La réponse est non. Donc en fait, moi j'aime les femmes, donc je suis... comment vous expliquer ça? J'étais hétéro quand j'étais en homme et maintenant je suis lesbienne, quoi. Je ne sais pas très bien. En tout cas, j'aime les femmes. Et je suis célibataire. Et célibataire. J'avais promis. Et disponible. Je suis à couture jusqu'à lundi. Mes enfants. Quand je leur ai annoncé que voilà, j'avais ça, j'étais comme ça. Après le premier choc de la nouvelle, en fait, ils m'ont dit tout de suite, dans la même soirée, ils m'ont dit, mais tu sais, c'est comme si tu nous avais ouvert un énorme feu vert pour être qui on est vraiment. Tu nous as ouvert, tu nous as donné la liberté. Ils sont merveilleux, je les adore. Après, ils se sont posés des questions, évidemment. Les garçons, est-ce que papa nous a donné assez de masculin dans notre éducation? Est-ce qu'on n'a pas manqué de masculin? Est-ce que nous, on va avoir des relations avec les femmes? Tous les deux garçons sont hétéros. Est-ce qu'on va avoir des relations équilibrées avec les femmes? Donc ça, c'est des questions qui se sont posées, mais qui se tassent petit à petit, puisqu'ils s'aperçoivent que finalement, l'être que je suis, non seulement il ne change pas, mais en plus, au contraire, il s'épanouit, il s'ancre, il se développe, et donc du coup, ils sont heureux de me voir heureuse, évidemment. En ce qui concerne l'épouse, c'est plus compliqué. C'est pas très bien passé. Mais c'est pas inéluctable. En fait, les statistiques que moi je peux avoir sont les suivantes. C'est que entre 50 et 60% des couples où c'est l'homme qui en fait se sent féminin restent ensemble. 80% des couples où c'est la femme qui se sent masculine restent ensemble. Et 80% aussi dans des cas où c'est des couples homosexuels. Donc en fait, la plupart des couples tiennent. Il y a des couples qui ne tiennent pas, mais la plupart des couples tiennent. Après, il semblerait aussi qu'il y ait un problème de génération. C'est-à-dire que plus les couples sont jeunes, plus les gens sont jeunes, plus ils accueillent ces différences et plus ils s'intéressent peut-être au-delà, puisqu'ils ont conscience de la fluidité des genres, ils accueillent finalement que le genre, ce n'est pas votre composante principale, mais que c'est une forme d'expression et qu'ils s'intéressent peut-être plus à l'être et qu'ils sont heureux de voir que l'être s'épanouit, même si ça passe par un costume un peu différent. Voilà, on va terminer là-dessus. De toute façon, Françoise, elle est dans les rues de Couture, disponible pour toutes les questions. Et voilà, merci beaucoup, merci d'être venu témoigner. Merci beaucoup, merci à vous tous, merci de votre temps.